Le 6 avril dernier se tenait le Conseil de Toulouse Métropole, au cours duquel Jean-Luc Moudenc a censuré totalement mes prises de parole à plusieurs reprises. Et pour cette délibération de convention de délégation des aides à la pierre 2018-2023 concernant l'habitat public et l'habitat privé, j'ai eu une censure au bout de la moitié de mon temps d'intervention. J'ai certes pu reprendre la parole après, mais de manière très décousue, car je n'ai pas pu décliner l'ensemble de mon propos, et donc je vais le reprendre ici. Donc, je m'adresse à Jean-Luc Moudenc. Si nous nous félicitons de la légère inflexion de votre politique du logement, avec la légère augmentation de la production de logements très sociaux, le compte n'y est vraiment pas. En effet, 40% de 30% de logements sociaux ne fait en réalité que 12% de logements locatifs très sociaux sur l'ensemble de la production de logements. Alors j'ai repris tous vos chiffres pour tenter de voir à quoi conduit votre politique de logement et si elle offre des perspectives réelles d'amélioration et donc des réponses aux trop nombreuses demandes de logements sociaux en souffrance sur lesquelles s'appuie la collectivité pour justifier sa politique de toujours plus de béton. En effet, concernant la demande, nous avions en 2021 38 600 demandes de logement locatif social. Or, 77% de ces demandes relèvent des plafonds de logements très sociaux. Cela représente donc 29 700 demandes pour le logement très social. Et tout ceci sans compter les étudiants et apprentis, car là, la demande totale dépasse 40 000 logements. Alors, il est sur ces points très inquiétant de noter la poursuite de l'augmentation des demandes liées au logement très social, qui sont passées en un an et demi de 75 à 77%, après les augmentations importantes de ce taux depuis quelques années. Ceci démontre une nouvelle fois que les choix de la métropole ne sont toujours pas destinés à résorber la demande des plus précaires, mais au contraire, qu'elle a pour effet de l'amplifier. En parallèle, sur l'objectif de production, rappelons que l'objectif de logements locatifs très sociaux a été fixé à 5040 logements sur la période 2021-2026, soit sur 6 ans. On prévoit donc d'en construire 840 par an, sur le total de 7000 logements à produire chaque année, soit seulement 12%. À ce rythme, il nous faudrait donc désormais plus de 35 années, je répète, 35 années, pour répondre aux demandes actuelles, et ceci sans compter les demandes qui continuent à affluer. En parallèle, l'objectif est de produire 40% de logements en accession libre, loyer libre et défiscalisation. Vous projetez donc de produire 2800 de ces logements par an, et sur les 35 ans qui seraient nécessaires pour produire les 29 700 logements très sociaux, cela nous amènerait à 98 000 logements de ce type en accession libre, loyer libre et défiscalisation. Donc d'un côté, on va mettre 35 ans pour répondre à l'actuelle demande de logements très sociaux, sans compter les nouvelles demandes, et de l'autre, on va produire 3 à 4 fois plus de logements pour les investisseurs et les plus aisés. On peut donc ainsi comparer les moyens que la collectivité consacre et réserve aux plus aisés et ceux qu'elle consacre aux plus défavorisés. 4 fois plus de logements pour les plus aisés que pour les plus défavorisés. Ces derniers étant pourtant bien plus nombreux que les premiers. On comprend donc bien à quelle population la politique du logement de Jean-Luc Moudenc se destine. En effet, la production minimaliste de logement social sert de justification à la production bien plus importante de logements qui seront détenus par les investisseurs ou les familles les plus aisées. Rappelons encore que 77% des demandeurs de logements sociaux ont des revenus inférieurs ou égaux à 1 002 € par mois pour une personne seule, ce qui correspond au plafond du PLAI, donc le logement très social. Pourtant, plus de 65% de la production de logement social est destinée à ceux qui ont des revenus compris entre 1 823 et 2 370 € par mois pour une personne seule, dans le cas du PLS, c'est-à-dire le logement qui est dit social mais qui n'est pas vraiment social. Ne produire que 12% de logements très sociaux rend totalement impossible la réponse aux besoins réels. Alors, monsieur Moudenc, arrêtez s'il vous plaît de mentir en racontant partout qu'il faut produire davantage de logements pour répondre à la demande de logements sociaux et loger les plus défavorisés. En vérité, nous réalisons à quel point votre plaidoyer pour la production de logements sociaux est juste une excuse qui sert principalement à booster la production de logements libres et les opérations de défiscalisation dans des proportions bien plus importantes.
Si vous vouliez vraiment répondre aux demandes de logements sociaux, vous produiriez 75% de PLAI. Tant que ce taux ne serait pas atteint, nous continuerons à assister à l'augmentation du nombre de logements, du nombre de demandeurs de logements très sociaux. En réalité, Monsieur Moudinque, vous organisez l'embolisation du système. Pourtant, le rapport d'observation définitive de la Chambre régionale des comptes d'Occitanie de 2020 sur la territorialisation de la politique du logement émet plusieurs alertes, appelant à proportionner la production de PLS à la demande des ménages, à territorialiser la production des différents types de logements sociaux à l'échelle infracommunale, à recentrer la minoration foncière sur les logements les plus sociaux, à mettre en œuvre une nouvelle politique des loyers permise par la loi Égalité et Citoyenneté de 2017, à mettre en place un observatoire des restes à vivre et taux d'effort des attributions afin de mieux objectiver les modalités de mise en œuvre de la mission sociale des bailleurs présents sur le territoire métropolitain et à mettre fin à la délégation de l'exercice du droit de réservataire aux communes. Ce rapport évoque une croissance démographique soutenue, mais inégalement répartie, qui s'accompagne d'un phénomène d'éviction des familles vers la périphérie. Et là encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais la Cour des comptes régionale. Il est vraiment intéressant ce rapport de la Cour des comptes, puisqu'il nous explique que la métropole dispose du rythme de construction le plus élevé des métropoles françaises, mais que cette production s'est accompagnée d'une hausse de la vacance qui affecte exclusivement le parc non conventionné, vacance imputable au dispositif de défiscalisation qui ne répond pas à la demande. La Cour soulève le risque de décorrélation entre l'offre et la demande, d'autant plus fort qu'il n'existe pas d'évaluation des vacances de cette catégorie de logements. Vous devriez d'ailleurs mettre en œuvre une étude sur la vacance des logements non conventionnés. Où en êtes-vous, Monsieur Moudinque ? Car la difficulté du marché privé à répondre à la diversité des besoins conduit à un report de la demande sur le parc social et contribue au départ des familles du territoire métropolitain, plus particulièrement de sa ville-centre, vers les communes périphériques, où les prix de l'immobilier à l'achat comme à la location sont plus abordables. Pourtant, il est possible et urgent de rééquilibrer la production de logements, comme le lance actuellement la métropole d'Aix-Marseille-Provence, dont le PLH prévoit la production de 50% de logements sociaux, quand nous nous limitons à 35%, et encore en comptant du logement social qui n'a rien de vraiment social. Alors rappelons aussi que la conférence intercommunale du logement de Toulouse Métropole a fait le constat de la surreprésentation parmi les demandeurs de mutation de plus de 3 ans, des ménages de grande taille, 5 personnes et plus, et des ménages avec motif handicap et problèmes de santé. Pourtant, sur la typologie des logements produits, prévoir 25 logements T5 et plus pour la métropole par an n'est là pas aussi à la hauteur des enjeux. D'autant plus que vous faites essentiellement du PLUS, 21 logements, pour seulement 2 logements très sociaux. Alors que selon les données 2020 d'Atlas, qui recense toutes les demandes de logement de la métropole, la demande de T5 et plus concerne 11% des demandeurs de logement social, soit plusieurs milliers de personnes. De même, il n'y a aucun objectif réaliste de production de logements accessibles pour nos aînés et les personnes handicapées. Pour toute réponse, vous nous indiquez l'habitat inclusif est un habitat destiné aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées qui font le choix d'un mode d'habitation regroupé. Or, c'est très majoritairement le manque de logements accessibles qui les oblige à opter pour ces habitats regroupés. Rappelons que l'habitat inclusif n'a rien d'inclusif et est contesté par le Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU, qui, dans son rapport sur la France de 2021, observe avec préoccupation, je cite, « les règlements, les structures et les budgets qui favorisent le placement des enfants et des adultes handicapés dans des milieux ségrégés, y compris dans les établissements de soins résidentiels de petite taille, dits habitat inclusif ou habitat partagé. » Monsieur Moudinque, vous confondez les demandes des personnes directement concernées avec celles des organisations gestionnaires qui se présentent comme représentantes des personnes handicapées, un peu comme si le MEDEF se présentait comme représentant des ouvriers. Or, il y a de plus en plus de demandes liées à l'autonomie, et compte tenu des coûts d'adaptation des logements existants, il serait économiquement
plus raisonnable de cesser de construire des logements neufs qui ne sont pas totalement accessibles, d'autant que l'adaptation des logements existants connaît de nombreuses limites, puisque, par exemple, les immeubles sans ascenseur resteront de toute façon inaccessibles, et les douches sans seuil sont souvent impossibles à réaliser dans l'existant en étage, faute de logements conçus pour. Nous notons aussi que vous continuez à vous appuyer sur une grille de critères de logements dits accessibles qui comportent des erreurs grossières quant à la réglementation applicable. Par exemple, sur les dimensions des douches à l'italienne, qui seraient selon ce document de 80 par 120 cm, alors que la réglementation prévoit 90 par 120 de minimum. Et ce texte a prévu la possibilité d'un ressaut de 1 cm qui n'existe plus dans la loi. Par ailleurs, multiplier les possibilités d'accession sociale à prix maîtrisé à la propriété en prévoyant 20% de la production totale nous semble particulièrement dangereux quand on voit les difficultés des copropriétés anciennes et quand on voit le niveau des salaires par rapport au prix du foncier et au taux d'emprunt. Reste le dispositif du BRS qui semble plus adapté. En effet, si le rêve d'un certain nombre de Français, y compris les plus défavorisés, est de devenir propriétaires, incités à cela par la publicité pour le crédit, qui sont incités à cela par la publicité pour le crédit et à l'organisation économique et sociale de notre société capitaliste, il y a près de 25 000 saisies de logements chaque année. Le coût de l'achat sur Toulouse et aussi sur la métropole, ainsi que le renchérissement du crédit, justifie-t-il une telle production? Pour finir, vous nous demandez de voter des documents qui ne sont même pas finalisés. Par exemple, l'avenant 2023 de délégation des compétences pour lesquels vous êtes encore en attente de son actualisation par l'État. Si l'on s'en tient aux documents que vous nous avez communiqués vendredi dernier pour ce Conseil. Alors je sais bien que la majorité n'a pas l'habitude de lire les délibérations, mais quand même ça donne de plus en plus l'impression que ce Conseil n'est pour vous qu'une chambre d'enregistrement, et peu importe ce que vous tentez de nous faire voter. Je vous remercie, en tout cas, je vous remercie de ne pas m'avoir écouté, puisque je rappelle que cet enregistrement est fait postérieurement au Conseil, au cours duquel j'ai été censuré.